Ce que nous allons présenter aujourd'hui, c'est par rapport à un axe de recherche qui est en relation avec l'audiovisuel, qu'on est en train de développer en collaboration avec des collègues espagnols de l'Université autonome de Madrid. Et il s'agit en réalité de donner de la visibilité à nos travaux sur le monde rural, d'une part, à travers le montage de petits films audiovisuels qui vont permettre de donner la parole aux petits paysans pour exposer leur avis par rapport au changement climatique, par rapport aux programmes de l'État appliqués sur le terrain. Aussi sensibiliser, pourquoi pas, les autorités gestionnaires par rapport à des réalités de terrain et participer aussi dans le développement de la qualité territoriale de nos terroirs. Il y a pas mal de terroirs en Algérie qui sont toujours préservés. Il y a de la paysannerie, il y a de l'agroécologie, il y a de la production de produits sains, etc. Et pour cela, on a pris un exemple pertinent qui est la basse vallée de la Tafna, à 100 km vers l'ouest d'Oran, et le plateau de Oulhassa. Donc c'est une zone à la fois rurale, côtière, riche en potentialité, et c'est une région qui participe dans la sécurité alimentaire de toute la région ouest. Donc à travers ses produits maraîchers, et elle est connue aussi par son produit de l'oignon blanc, qui est actuellement en phase de labellisation, c'est l'oignon blanc de Oulhassa. Donc à travers le filmage, des interviews, des interviews des protagonistes, l'observation des pratiques, etc. On a identifié 4 gros thèmes. Le premier est lié à la question de l'eau, le deuxième à la question foncière, donc la question de l'eau par rapport à tout ce qui est agriculture irriguée, l'agriculture pluviale, l'impact des changements climatiques, les difficultés de trouver de l'eau pour irriguer à cause du détournement de l'eau du bassin versant de la Tafna vers la ville d'Oran, etc., et par les irrigants dans la partie haute du bassin versant. Le statut foncier par rapport à l'existence de terres MEC, et qui sont identifiées dans le cadastre comme des terres inconnues. Donc ça met en difficulté la gestion de ces terres. Donc les gens sur place ont des avis par rapport à ça. Et un troisième thème, c'est la vulnérabilité territoriale multiple liée à la forte connexion écologique entre différents écosystèmes. Parce qu'on a l'oued qui charrie éléments nutritifs, sédiments, etc., qui jette le tout dans la mer. Il y a l'écosystème marin qui vit de cette dynamique. Il y a toute une pêche qui s'est développée autour de l'embouchure. Il y a en face une île qui est classée comme aire marine protégée, donc c'est un pôle de biodiversité. Il y a le relief, le bioclimat, le sol volcanique. Tous ces éléments donnent une spécificité à l'agriculture dans cette région. En plus de cette connexion écologique, il y a des connexions humaines. Donc il y a les agriculteurs qui se transforment en pêcheurs dans la période, dans certaines saisons, qui doit dire même. Il y a les agriculteurs des régions bourg. Quand il y a la sécheresse, ils descendent vers les parties irriguées. Les gens qui ont de l'irrigation pendant les années pluviales, ils vont vers les terres pour louer des terres collectives, etc. Donc il y a toute cette dynamique qui fait à la fois la force, mais la fragilité de ce système socio-spatial. Il y a un quatrième point essentiel de problématique, c'est les rapports de force entre les protagonistes par rapport à des projets qu'on veut appliquer, par exemple la labellisation entre l'institution et l'association des agriculteurs.
Il y a aussi le projet de mise en réserve de l'île du Hezbollah qui génère aussi des conflits entre pêcheurs et entre administrations qui perçoivent le projet du classement comme une contrainte à leur activité de pêche. Il y a aussi des rapports de force entre agriculteurs et le musée et l'office de gestion des biens culturels par rapport au classement du site archéologique du SIGA. Donc, toutes ces problématiques, on a essayé un petit peu de les documenter et de les filmer et de les mettre sur une carte digitale en 3D qui nous a permis aussi de créer une plateforme qu'on a appelée Termina.net qui va permettre un petit peu de donner de l'interactivité à notre travail à travers la visibilité et à travers par le fait que les gens, les protagonistes, etc., peuvent participer dans l'alimentation de ce site. Donc le site alors le site est en période test, ça fait une semaine qu'on a mis en ligne. Je crois qu'il faut un certain moment pour télécharger les vidéos du serveur. Donc ça fait une demi-heure que ça tourne, non? Ah, ça fait ça. Donc ça, c'est la pièce maîtresse sur l'agriculture écologique, et on a pris l'oignon blanc comme exemple, parce que c'est l'oignon qui est en phase de labellisation. C'est pas l'oignon qui nous intéresse, c'est toute la dynamique autour. On va prendre la pièce maîtresse qui a une demi-heure et les autres 10-7 minutes. Donc si vous voulez qu'on passe tous les vidéos, ou on fait la principale et on enchaîne vers les autres. 20 minutes comme ça. Donc la principale, il y a le sous-titrage en anglais. Mais peut-être 5 minutes pour nous. Une vidéo de 7 minutes, c'est possible de la passer? D'accord. Elles sont accélérables? On ne peut pas accélérer? Si, mais avec la connexion, je ne sais pas. Vous avez entre 15 et 20 minutes toute la communication. D'accord, donc je vais passer la pièce des Doulou. اللي تديرنا تاع 20 minutes هايله ريحوا شويه D'accord. C'est la pièce la plus courte qui va un petit peu parler de la question de l'eau, des sources.
Le son, ça va? خيرة ربي كانوا الناس يخدموا عليه، كانوا يخدموا عليه. نقول لك باللي كل واحد كان يغرس في كان يغرس الصماميش، كان يغرس الشجرة، كان يغرس خير وبركة. التغيير هذا تعقد على قدام 88 والواحد، 88 والواحد. المامين كان يجي؟ كان يجي من انت الغرازة والعين هذا لا صندر؟ لا هذا راه داير الصوت، لا ما داير الصوت. هذيك العين كانت تروح تطلع الماء، كانوا دايرين كتطلع للشاطئ ويشربوا منها. كي ولاو داروا الصوت ما تديسونو داروه هنا في سيدي حسين، ولاو فرقوا كل دوار قهوة سما العيون سبحوا فيها. كيتلقيها كيبغوا باقي حمطان يسلحوا فيها اللي شاف من هذا التديسون. التقسيم تاع الماء كيبغيو الفلاحه كاع كيديروا كل واحد يدي التوتاع وحسب على دوك انا نسقي نقول لك غادي نقلب على 11 الزوج تكون عندي، كي تكمل على الزوج يقلب الاخر. هي ماشيه يبات الليل هكا كيدور والنهار. هذا هو الثاني كان غلط. هذا هو التأنب ولا ما يصيرش. هذا كيتهنوا الحملة ولا يروح. هذا كنت تطلع لك تشوفك هذا المحل الخضراء في كل بيت. واه نشرح. كانت العيون شكون اللي كان يعني يتكلف بها باش ينقيها يعز؟ البلدية كتنقيها. البلدية ما كانتش تجي هنا بكري. حنا كانت عندنا البلدية تجي تنقيها، يديروا الدواء يديروا كل شيء. ثم يثبت لنا ضرب ما كانش يجي العين ولا
لا في أول عاودي تالي تجويد كان جوية اللغة التعلم بغيت نسألك على الباسين هذا وقتاش درته؟ علاش درته وش هي المهمة تاعه؟ ديري هذه درت هذه واحد العامين سنين وقبل كيفاش كنت تسقي؟ كنت نجيب ساقية بساقية وعلاش ماكش تستعمل الساقية ودرت السهيوش؟ هذا يخفف عليك المشقة والخدمة كي دير ساريد تطلق لها وتروح الساقية ظل نهار تبعها تبدا هذا مثل هذا وتزود بالدرجة الساقية نطلقها تلقى هذا تيتعمر أو تلقى تفوض هذا شوية مليح تبدل هذا وتبدل الأخرى تود هي تود معها تزيد تخدم تلعب شوية بالمادة وتبدل لك النوجة وتعاود تزود الجهة الأخرى هكذا وهذه الخدمة سهل عليك الأمور تطلق البان تاعك ونخدم حاجة أخرى. وهذه هذه الساعة اللي صار عنك. يكسب هذا اللي مع الوالد كانوا نحاول ولا كانوا نحاول؟ لكن الحيوة هذا البكري كانوا هذا البكري كانوا يخدموا باللوبيا يجقون اللوبيا تطلع معه يجقون اللوبيا هذا قال لهم ولا تحضرت هذه تعالى ما كانت اللوبيا تاع تركز ولا شباب كنت لك حشالية واحد وضعي هيا ولا كي جات اللوبيا تاع ما كانش يصبر سمحوا لي يا اللوبيا شي محلية زريعة تشروها ولا ديالها ثم تخرجوها بودور؟ لا هذه هي أصلية تجي من الخارج نيشان يوضع فريقين كل وعلاش ما تعاوش تولوا تاع القصبة؟ وعلاش ما تستعملش تاع القصبة خير؟ يقولوا البنة تاعها خير ولا نعرف ولا يعرف كيف اللي تبان الشاي تبان الكير لا كان الوالد هذا كان يكون مليح الوالد هذا كان يكون مليح وهذا هو كيسقوا به مليان كذا رواشي لا كان وقتاش بدا ينشوف؟ ما ريزاني كادر 21 كادر 22 كوماسيين قلة شوية حتى ريزاني تاع التسعينات هي أولوية الناس يشتغلوا هذا كان في قانون الناس يجوا للعين يشتغلوا صحوا حاجة من دوائي ولا هذه نعقل 77 كانت هذه يجوا لها الناس يعمروا منها ويديروا ديارهم يشتغلوا حتى طول فيها الوقت ولا داروا لي فوق شو ولا داروا لها طلعوا لهم الدوار انتم في ولاو يطلعوا لهم الدوار نقص عندكم C'était un exemple par rapport à une pièce audiovisuelle qu'on a montée sur la question de l'eau. Si vous avez remarqué, il y a l'interprétation en espagnol, mais sur le site elle est en anglais, parce qu'au départ l'idée c'était avec nos collègues de Madrid de faire une comparaison entre la région de la basse-vallée de la Tafna et la région de Guadalajara à Malaga. Donc on est en train de travailler sur le deuxième exemple un petit peu parce qu'il ressemble beaucoup à cette région-là sur le plan caractéristiques géographiques, climatiques et tout, et un petit peu de porter des regards croisés sur deux régions par rapport à deux rives. Sinon, ce travail s'inspire des travaux de nos collègues de l'Université de Barcelone sur l'atlas
de l'équité et de la justice environnementale, et aussi de nos collègues sur l'equity, l'usage de l'eau dans le monde, qui est représenté par un arbre, et chaque branche représentée par un continent, et pour chaque continent, il y a une feuille. Donc l'Algérie, si vous cliquez sur l'Algérie, vous allez voir toute une série de vidéos sur Tinder, sur Radar, etc., qui représentent un petit peu des réalités par rapport à la paysannerie, au changement climatique, des enjeux d'actualité. Aziz, tu peux rajouter des choses parce qu'on est dans la même équipe, Aziz, Rabia. D'accord. Là, c'est en fait ces milieux physiques que je voulais présenter pour bien situer notre zone. On est dans la basse vallée de la Tafna. En fait, pourquoi l'intérêt de la présenter? Parce qu'elle dépend donc de tout le bassin de la Tafna qui a été multiplié depuis les 50 dernières années. Et donc avec la vallée. Donc la vallée, le plateau de la rive gauche, là où vous avez vu tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure sur l'image, les cônes volcaniques, en fait, pourquoi je mets cônes volcaniques et les vallées perchées? On est dans un milieu, même géographiquement, très particulier. On est sur un plateau volcanique. On n'est pas, parce que la différence avec la place terrienne, donc les Seb'eshiour et autres, on est dans des terrains qui sont plutôt tendres, marneux, donc des nappes de charriage, alors que là, c'est la particularité, peut-être ce qui montre un peu la spécificité de ces terroirs, de cet écosystème Ouelhassi. L'étendue des versants adultes, en fait, c'est juste pour dire que on a des je peux faire passer là. Comment je peux? Hein? C'est bon. Oui. Donc là je vais pas rentrer dans les détails. Voilà un peu les paysages qu'on a vus tout à l'heure. Ça résume un peu la rive gauche. Les sommets, donc ce sont des cônes volcaniques avec un plateau volcanique important, donc des messas, donc une table basaltique. Les vallées perchées, ce qu'on appelle des vallées perchées, c'est à l'intérieur que ça s'est développé. Et là, ce qu'on voulait montrer, c'est la spécificité de chacune des zones. Chaque zone a vraiment sa spécificité et depuis longtemps. Donc là, les sommets, là, ils sont dégradés. Tout à l'heure, on a parlé d'agriculture. En fait, ça a été abandonné depuis quelque temps, ça a été défriché. Et comme on est sur des cendres volcaniques, donc c'est un milieu qui est très fragile. Le plateau, il était occupé par surtout l'élevage et une agriculture traditionnelle, donc en sec, que ce soit pour l'oignon ou autre, mais c'est toujours pluvial. La vallée, la différence, la basse vallée, par contre, c'est celle qui a été occupée par la colonisation. C'est le seul endroit, d'ailleurs, si on regarde la carte foncière de toute la commune, on n'a que tout le long de la vallée. Là, je vais essayer d'aller vers la carte. Voilà un peu la carte. J'ai essayé de montrer en vert, c'est toute la vallée, en fait, la basse vallée, alluviale, très riche, et elle s'est développée parce qu'il y avait justement la Tafna, et parce qu'il n'y avait pas de barrage à l'époque, puisque c'était dans les années 1920 que cette agriculture a été développée, surtout en agrumes. Ce sont des agrumes qui ont été développés. Dans la partie amont, il y a une salinisation assez importante, c'était la vigne qui a été développée. Sur le côté droit, là un peu en jaune, c'était un plateau qui a été utilisé surtout pour la viticulture. Et de l'autre côté, c'est l'agriculture traditionnelle. Il n'y a eu que l'agriculture traditionnelle, même la colonisation dont on parlait tout à l'heure, n'a pas pu s'intégrer. Elle a intégré une petite partie, c'est du côté de Tedmeria, c'est ces plateaux jaunes, j'ai exprès dessiné ces plateaux, c'est ceux qui restent. Et même après, voilà un peu le tableau que j'ai
j'ai mis les unités, comment j'ai essayé de les développer, du point de vue topographique, du point de vue morphologique et formation superficielle, occupation du sol, puis les établissements humains. Donc topographiquement, c'est les 3 ou 4 unités, la basse vallée, les talus, les plateaux et les vallées intraplateaux. Et ces vallées intraplateaux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le film, c'est là où il y a des sources. Toutes les sources, il y a à peu près une trentaine, commencent en tête de vallée et sont utilisées par la population. Et donc la vallée, donc, c'est surtout l'agriculture moderne. Le plateau, donc, il est très diversifié. Les talus dont je parlais ici sont en fait les endroits qui ont été défrichés et qui posent problème. Parce qu'avec, justement, tout à l'heure, on parlait de la population, les densités de population, et ainsi de suite. Tous les endroits ont été défrichés. C'était à la recherche de la SAU, plus la densité de population. Les anciens, ce que j'ai appelé, tout à l'heure, je ne vais pas développer ici, ce sont des bocages. Ce sont de petits bocages, c'est familial, c'est surtout agriculture donc de ménage pour la subsistance. Et sur les plateaux, il y a eu un peu de commercialisation. La commercialisation est venue vraiment très tard. Donc ce n'est pas l'agriculture vraiment moderne, c'est celle de la vallée. Donc voilà un peu les 4 ou 5 fermes, 2, 4, 5 fermes. Ce sont les 5 seules fermes de toute la vallée. C'est presque une seule famille, les Barrettes, qui étaient à Temouchan dans les années, donc au début de la colonisation. Dans les années 20, se sont installés ces 4 ou 5 frères qui ont travaillé sur toute la vallée. D'ailleurs, même du point de vue foncier, ils ont eu un problème, puisque dans la vallée, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, puisque c'est des terrains marécageux, des terrains donc, exposés aux inondations, donc très peu utilisés, donc ils n'ont pas eu beaucoup de problèmes pour les occuper. Et donc ils ont fait déjà un assainissement et autres. Par contre, sur la vallée, ils le disent eux-mêmes, il y a un seul endroit où ils ont pu avoir quelques terres, c'est Tedmaya. Tedmaya, à côté de Siga. Ils ont eu beaucoup de problèmes parce que l'avantage de l'indivision, donc du Arch et autres, a obligé la colonisation, enfin, elle les a traînés. Les gens ne vendaient pas leurs terres, et c'est un peu ce qui peut-être aujourd'hui est cette force, parce qu'on est dans des terrains qui sont dans l'indivision, et donc il n'y a pas eu beaucoup de spéculation. Là où il y a eu le privé, il est très peu important, il y a eu une urbanisation de plus en plus importante. Voilà un peu donc ces fermes. Les paysages, vous en avez vu tout à l'heure, je ne vais pas pardon. Là, c'est un peu pour montrer où sont situés l'habitat. C'est une commune rurale, vraiment dans le sens rural du terme. Les premières routes, d'ailleurs, même actuellement, elles sont encore considérées comme les zones d'ombre. Elle est dans les zones d'ombre, donc de l'Algérie nouvelle. Et donc, tout ce que j'ai mis en bleu, c'est les sommets, ça rappelle un peu la Kabylie. Tout l'habitat est toujours sur les crêtes et pas dans les terres agricoles. Loin des terres agricoles, à côté des sources, vous voyez les points noirs, ce sont les sources, ce sont ce qui a été utilisé. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Tout à l'heure, on a vu quelques sources qui ont été reprises. Maintenant, même le problème, parce que le problème de l'eau est un problème réel, que ce soit pour l'agriculture, ça a toujours été pour les jardins, ou pour l'alimentation en eau potable. Maintenant, depuis 5-6 ans, ils ont même l'eau du dessalement. C'est le dessalement qui est la solution apportée, que ce soit pour comment appeler ça, donc pour l'alimentation en eau potable, et même certains veulent l'utiliser pour l'agriculture. Par contre, toujours la problématique de l'eau dans la vallée, qui a été le fleuron pendant toute la période coloniale et même après, jusqu'aux années 70, la vallée de la Tapna, donc la basse vallée de la Tapna, c'est donc depuis Richgoun jusqu'au Hajrat al-Gat, c'est les bergers. Maintenant, ils sont en train de disparaître pour une raison simple, c'est les problèmes de concurrence de l'eau, parce qu'il y a eu 4 ou 5 barrages. Les premiers barrages, c'est celui
comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Bourlala, c'est le dernier, Bourlala, Sikak, Yisser, Sorfa, Mafrouch. En fait, les 5 ou 6 barrages n'ont pas été prévus pour laisser une partie pour l'irrigation. L'irrigation, elle a été toujours au fil de l'eau jusqu'à maintenant. Et donc, une fois que les barrages ont été installés, il n'y a plus d'irrigation. Maintenant, c'est les quotas avec la prise de la Tafna. Il faut faire des lâchers d'eau pour qu'ils puissent utiliser en fait cette eau. Donc, la vallée, elle est exposée à ce problème. La montagne, enfin, ils appellent ça montagne, moi je préfère le terme vraiment plateau parce qu'on on est à 400 mètres d'altitude, les vallées ne sont pas très approfondies, mais ça reste une contrainte. Eux, leur problème c'est que les sources ont été captées pour l'alimentation en eau potable, elles ont été abandonnées, certaines ont été abandonnées complètement, maintenant il y a une reprise, donc difficile, plus le défrichement sur les sommets a fait que l'alimentation de ces nappes n'est plus assurée. Bien sûr, on ajoute le changement climatique, mais personnellement, je considère que le changement climatique est infime par rapport au reste. Parce que tout à l'heure, on a posé la question à quelqu'un, est-ce que cette vallée, la roseraie et tout ça qui était là, il nous dit oui, mais à un moment donné, pendant une période où on a défriché, ces vallées causaient des inondations et causaient des problèmes. Maintenant, avec l'abandon, c'est une déprise rurale. Il n'y a plus d'agriculteurs, il y a quelques-uns. C'est une déprise rurale parce qu'ils ont trouvé des choses ailleurs, donc dans la ville. La croissance urbaine, vous la voyez là, dans les années 60-65, sur le Tnin, donc au Lhassa, c'était un tout petit souk, c'est tout. Actuellement, regardez ce qui est en bleu, ce sont des grands douars qui se sont développés, pas seulement pour l'agriculture, parce que les gens ne sont pas venus tout à l'heure, vous avez parlé de ces nouveaux, ils ne sont pas là pour l'agriculture, ce sont tous, la plupart des étrangers qui sont revenus là, parce qu'ils sont dans une commune qui est considérée comme touristique. On n'est pas loin de Gigoun, on n'est pas loin de la côte, donc on investit pour construire et non pas pour l'agriculture elle-même. L'agriculture, pour des fois, on ne va pas le développer ici, mais c'est une agriculture qui est en régression dans la vallée. Dans, les problèmes, bien sûr, l'agriculture pluviale, il n'y a plus de pluviale. Pendant 3-4 ans, il n'y a plus de précipitations, donc ça pose problème. Et même s'il y a des précipitations, il y a le système agricole tel qu'il était utilisé avant a disparu. Donc les moindres précipitations, c'est le lessivage et tout. Donc on n'est plus dans l'agriculture telle qu'on le... C'est en fait un paysage que j'ai considéré comme... je ne sais pas si j'avais... Voilà un peu les cendres volcaniques. On dit que c'est riche, mais c'est sur une petite partie. Dès qu'on s'approfondit, ça pose problème, c'est fragile. Donc vous voyez, tout ça, ça donne de bonnes choses quand il y a de l'eau, quand il y a des éléments. Mais c'est des paysages ouverts, c'est un open field. Des bocages anciens sont en train de disparaître complètement. Donc on est dans un truc ouvert, plus l'érosion. Au début, là, quand on a des roches comme ça, c'est du volcanisme. Là, je l'ai gardé en fait pour le tourisme, parce que quand on parle de cette région, c'est le tourisme. Mais sinon, l'agriculture, c'est vrai, c'est un terrain riche, mais très fragile et très sensible. Voilà, enfin, là, je laisse les vallées dont je parlais perchées. Avant, c'était les noyaux les plus importants. Maintenant, ils ont été complètement défrichés. Il n'y a plus d'arboriculture, il n'y a plus de jardin. On va vers une culture annuelle classique, bien sûr, avec l'oignon et autres qui sont demandés. Les talus. Avant, c'était d'ailleurs, même à l'époque coloniale, on essayait de les protéger, donc de garder, il y a certains endroits qui ont été traités dans les années 40, juste dans les années 70, pour protéger les terrains. Maintenant, on est en train de les défricher. C'est peut-être la SAU qu'il fallait étendre. Voilà un peu ce qui reste de ces endroits.
tout ce qui est là, les anciennes végétations naturelles disparaissent, il n'y a même pas un élevage. Là, c'était en fait pour les sources, voilà un peu l'érosion qui apparaît, alors que c'était les fleurons, quand c'était couvert, toutes les sources justement alimentées par ces endroits, alimentaient donc les jardins. Maintenant c'est terminé, voilà ce que ça donne. Quelques jardins qui restent, voilà, tous ces paysages maintenant sont pour moi en fait, voilà le paysage actuel, c'est un paysage ouvert. Il n'y a plus de, puisque tout ce qui est pluvial ne produit plus. La majorité maintenant c'est les sources, les puits et surtout les forages, parce que les puits, on n'a pas de nappe phréatique dans le basalte, mais c'est des forages plus profonds. Voilà un peu ce que ça donne. Là, quand je montre le paysan, là voilà, ça c'est un pays du miniato, comme on le dit. Là, ils font la patate douce, mais pourquoi elle est développée? Parce que la roche, elle est juste à côté. C'est pour ça qu'on la développe. Mais sans eau, on ne peut absolument rien faire. Donc voilà un peu là c'est un peu plus touristique, donc je ne vais pas insister sur ça. Pour vous montrer, en fait, on est dans un pays très riche du point de vue humain, mais ça commence à être exposé à tous les problèmes de modernité et autres, dont on parlera peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, il m'est agréable de présenter aujourd'hui devant vous ce travail qui a été mené donc, sur la typologie des formes sociales d'exploitation agricole des terres étatiques, donc dans les grands périmètres d'irrigation. On a pris le cas de la Mitidja Est, c'est la partie orientale de la Mitidja qui s'appelle également le périmètre irrigué du Hanis. Donc, le plan de la présentation est une introduction problématique, méthodologie, les principaux résultats, conclusions et quelques perspectives de recherche. Donc, à partir des années 80, l'Algérie a opéré une transition de son économie d'un mode de régulation relativement étatisé vers un mode par le marché. Des ajustements structurels ont été opérés donc, dans l'objectif d'une réallocation optimale des ressources dans un contexte de crise financière qui est causée par la baisse des revenus issus de l'exportation des hydrocarbures donc, à l'époque. Dans l'agriculture, il y a eu des restructurations qui avaient comme double objectif d'améliorer la productivité et de diminuer la facture alimentaire en augmentant la production nationale. Donc, dans l'agriculture, comme je l'ai dit, 4 domaines principaux ont été touchés par ces réformes. Le premier, c'est l'économie. Le second, c'est le foncier. Nous avons l'eau aussi, ainsi que le financement. Donc, sur le plan économique, donc, nous avons des politiques d'auto-ajustement durant les années 80, ainsi que le programme d'ajustement structurel des années 90, qui ont institué ce que nous appelons la vérité des prix. Donc, il y a eu une libéralisation des prix des intrants et des produits agricoles. Donc, la suppression du soutien public à la production, donc, sauf quelques produits stratégiques, notamment les céréales et le lait. Nous avons aussi, durant cette période, connu le démantèlement des monopoles publics sur l'approvisionnement et le commerce agricole, donc par la dissolution des circuits coopératifs. Rajoutons à cela l'inflation qu'a connu le pays durant cette période. Donc tous ces éléments ont donné, si vous voulez, un coup dur pour les exploitations de petite taille. Donc ils se sont retrouvés livrés aux forces du marché subitement. Donc sur le plan agraire, nous avons la réforme foncière, donc la principale réforme qui a été faite donc, en 87. Donc cette réforme a apporté un changement structurel du modèle d'exploitation sur des terres étatiques. Donc les domaines agricoles socialistes ont été restructurés à la faveur de la création des exploitations agricoles collectives et les exploitations agricoles individuelles. Donc l'innovation juridique par rapport à cette réforme, c'est que le droit d'exploitation est privatisé et le droit de propriété des terres qui reste quand même étatique. Donc par rapport au plan hydraulique, nous avons la grande irrigation, donc tous ces ajustements ont fait que la grande irrigation publique était la plus grande perdante donc, de ces ajustements. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu
une modification de l'ordre d'allocation des ressources. Donc il y a eu une priorisation de l'alimentation en eau potable et industrielle par rapport à l'agriculture. Donc l'irrigation ne recevait que les volumes résiduels de l'alimentation en eau potable et industrielle. La tarification de l'eau, malgré qu'elle a connu une certaine augmentation, mais elle reste quand même en deçà des coûts d'exploitation des réseaux publics. Nous avons aussi l'irrigation individuelle qui a connu un essor formidable, qui est basé surtout sur l'exploitation des ressources souterraines. Ceci a été favorisé par les subventions aux techniques d'irrigation. Il y a eu également l'absence du contrôle des prélèvements, donc les eaux prélevées, nous n'avons pas quand même